Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui consacre son premier volet cette semaine pour le volet international et la crise ukrainienne. Cette crise que son impact économique continue à peser sur l'Europe. On savait que la guerre en Ukraine avait singulièrement détérioré les perspectives de l'économie européenne. Il semble que les conséquences sont plus importantes et plus rapides que prévu au premier trimestre. D'ailleurs, le PIB de la zone euro a progressé de seulement 0,2% au premier trimestre, malgré la fin des restrictions sanitaires liées au Covid un peu partout sur le vieux continent, comme par exemple en France. Nous avons un PIB qui n'a pas augmenté, qui fait du surplace sur les 3 premiers mois de l'année, plombé par la consommation qui a baissé en raison d'une forte inflation un peu partout. Ce schéma s'est répété si la croissance en Espagne a atteint 0,3% au premier trimestre. Les ménages ont aussi moins dépensé qu'au cours des 3 mois précédents. La même chose en Allemagne, qui avait vu son PIB reculer en fin d'année dernière, a légèrement rebondi au premier trimestre avec une croissance de 0,2% seulement. Quant à l'Italie, la péninsule a enregistré une chute de son PIB de 0,2%. Tout ça en rajoutant dans cette crise l'opération de sabotage qui a visé les gazoducs Gaz Stream ou Stream Nord 1 et 2. En plus de ça, il y a les complications internationales liées hier à la déclaration ou la signature définitive du rattachement de quelques territoires, des zones qui se sont séparés ou autodéterminés, républiques qui se sont rattachées à la Russie. Toutes ces complications internationales amplifient la crise économique en Europe surtout et maintenant à l'échelle mondiale. Et pour débattre de notre dossier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Abdellatif Hamamda, l'expert en économie internationale et gestion de projet. Bonjour M. Abdellatif. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au début, nous voyons ces dernières heures, pas ces derniers jours, la crise ukrainienne continue, ses conséquences continuent à s'alourdir jour après jour. Du nouveau concernant cette crise, maintenant le sabotage du gazoduc Nord Stream 1 et 2. Maintenant, même s'il y avait possibilité de trouver un arrangement pour approvisionner l'Europe et surtout la grande économie européenne qui est l'Allemagne, le gazoduc a subi une opération de sabotage. Il est hors service. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette crise? Aujourd'hui, je dirais, le dialogue en termes de crise, moi je dirais plus ou moins qu'il est dépassé. C'est qu'aujourd'hui, les pays européens, ils sont en train de vivre cette crise, ce n'est pas depuis hier. Maintenant, ce qui est important, c'est de parler de la réflexion, de la sortie de crise. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, l'Europe, pour sortir de cette crise-là? L'énergie, je dirais, quand on a vu, je dirais, cette dépendance qui était claire et nette, où l'Europe, dans son pôle, et on a vu comment le monde il est en train de changer par rapport à ce qu'elle a fait, je dirais, cette guerre. Et quand on parle dans son aspect économique, parce que la crise, réellement, c'est une crise économique qui est venue à sa base par sa dépendance énergétique. Et cette dépendance énergétique, elle a créé cette crise. Aujourd'hui, l'Europe et le monde tout entier, il est en train de s'organiser pour ne pas vivre, je ne dirais pas cette crise, mais pour une sortie de crise définitive et ne pas vivre la crise d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance énergétique. Nous-mêmes, en tant que pays, je dirais, en étant l'Algérie, on est en train de faire beaucoup d'études et beaucoup de réflexions pour aussi gagner notre dépendance dans le cadre alimentaire, dans le cadre énergétique, bon, on dit alhamdoulilah, mais dans le cadre alimentaire et dans pas mal aussi d'autres cadres.
Aujourd'hui, l'Europe est en train de s'organiser. On a vu cette organisation, parce qu'ils sont en train de vivre la crise, ils sont en train un petit peu de revenir marche arrière sur tout ce qui était restrictions environnementales par rapport à la transformation du charbon, par rapport à aller ramener du gaz de schiste, par rapport à beaucoup de choses. C'est juste pour sortir de cette crise aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, qu'aujourd'hui, l'Europe s'organise pour aujourd'hui vivre son indépendance dans tout ce qui est énergie à l'avenir. Et c'est ça la réflexion qui doit se faire dans un cadre économique à l'avenir. Parce que je dirais que la crise aujourd'hui, il y a cette demande d'énergie par rapport à notre position géostratégique qui sommes nous, l'Algérie, qu'on livre du gaz à certains partenaires comme l'Italie et on livre du gaz en liquéfié en bateau par rapport à la France et d'autres pays, et c'est pas suffisant parce que aujourd'hui il y a des demandes et cette vitesse, plutôt l'hiver va venir et tout le monde est en train de parler de cette crise. Par exemple, dans ce point, quand on voit la déclaration du ministre de l'énergie du Qatar, l'un des plus grands producteurs du gaz, il a cité tout au début de la crise qu'aucun pays au monde ne pourra remplacer toute la production russe. Aucun pays. Il a été très clair pour dire que on ne peut pas compter sur l'ensemble des pays gaziers. Ils ne peuvent pas donner les mêmes quantités à l'Europe que les quantités que les Russes produisaient auparavant. Bien sûr. Quand on voit l'énergie aujourd'hui, quand on compare la France et la Chine en termes d'énergie nucléaire, aujourd'hui, les pays, je dirais, les plus développés, ils sont en train, c'est pas qu'ils sont en train, ils ont déjà travaillé, déjà combien d'années, mais là, il va y avoir ce qu'on appelle une vitesse d'amortage qui va régler le problème rapidement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les énergies qui vont venir de l'hydrogène. Et c'est ça le secret aujourd'hui. Est-ce que l'hydrogène est pour demain, Sehmemda? On en parle beaucoup, mais sur le court terme ou moyen terme, est-ce que c'est faisable? Quand on parle de l'hydrogène, moi je peux vous dire, avec toutes les technologies qui existent depuis très très longtemps et le développement de cette énergie, moi je peux vous dire que l'Europe peut s'en sortir d'ici 2030. Elle aura sa propre dépendance énergétique par rapport à l'hydrogène. Mais maintenant, la question qui se posait avant, l'hydrogène, en termes de coût, il va être plus cher. Il va être plus cher. Mais ça, aujourd'hui, on achète chez nous, l'Algérie. L'Algérie achète des produits chers et le gouvernement lui-même fait ce qu'on appelle des aides pour un petit peu ramener, je dirais, ce confort aux citoyens, et le citoyen ne va pas payer cette cherté. Mais l'Europe, ça va pas être... C'est du subvention. Mais l'Europe ne va pas être comme ça, parce qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, l'Europe reste l'usine de la machine du monde. Reste l'usine de la machine du monde. L'Europe reste l'apport technologique, le savoir-faire du monde. D'accord? Du monde. Quand je dis du monde, je parle de notre côté par rapport à tout son apport. Ce qui se fait en Afrique. Voilà, ce qui se fait en Afrique. Alors, ce coût énergétique qui sera élevé par rapport à l'hydrogène, moi je dirais que les pays émergents vont le payer. Parce que d'une manière ou d'une autre, les industries européennes qui vont repartir avec tout ce qui est nouvelle énergie qui est l'hydrogène, il va y avoir des coûts élevés de certaines productions par rapport à eux. Et nous, on est là pour acheter encore le savoir-faire de ces pays-là. Ça va être répercuté, je dirais, d'ici 2030. Mais la dépendance énergétique n'a pas de prix. Parce qu'aujourd'hui, cette souffrance qui est venue d'une manière, je ne dirais pas accidentelle, mais elle est venue d'une manière surprise, parce qu'on voit les 5 ans passés, il y avait toute cette dégringolade de prix du pétrole dans le monde, après il y avait le coronavirus, et là maintenant la guerre. Alors, il faudrait que dans la réflexion de perspective, c'est ce qu'on a toujours dit sur les plateaux, les gens aient une réflexion, pas une gestion de crise, mais une gestion de perspective. Qu'est-ce que ça va être le monde de demain? Je dirais demain, c'est 2030, c'est 2050. Sur le monde de demain, beaucoup d'experts disent que
l'erreur européenne où l'Europe s'est coincée elle-même. Donc en arrêtant avec ses politiques environnementales, en arrêtant ses réacteurs nucléaires, sa production nucléaire qui était son modèle énergétique. Là, beaucoup disent, et surtout du côté américain, qu'il faudra repenser le modèle économique européen, car le modèle économique européen a été construit à la base du prix de l'énergie russe. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. C'est tout le modèle économique européen, sa compétitivité, son industrialisation, elle a été construite sur la matière première, le gaz russe. Je dirais, dans une réflexion, et je m'excuse du terme, dans un sens intelligent, je dirais, le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. L'Afrique d'hier, ce n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose qui pourrait s'appeler une surprise de la nouvelle gouvernance du monde, de cette dépendance du monde. Donc, c'est un nouveau ordre mondial. C'est un nouveau ordre mondial. Et c'est là, moi je ne suis pas politicien, mais bipolaire ou multipolaire. Voilà. Aujourd'hui, on a vécu tous les années passées de la dépendance, cette dépendance d'une manière du savoir, une dépendance d'une manière technologique, énergétique, et le monde a pris forme. Aujourd'hui, le nouveau monde, il va reprendre, il va être redessiné, et ce qu'on est en train de voir et de vivre. Aujourd'hui, on connaît les États-Unis, on connaît l'Europe, du pôle Nord, le pôle Sud, on avait parlé la dernière fois du BRICS, cette organisation qui est en train de se faire. On est en train de partir en Algérie vers un sommet arabe, d'accord ? Important. Très, très, très important dans ce moment-là et dans ce qui est en train d'arriver dans le monde, et non pas uniquement par rapport à la région, une région bien précise. Ça veut dire, ce dessin, il a qu'un seul titre, c'est la dépendance ou l'indépendance, quand on dit. Les pays, ils ont compris. Les pays, ils ont compris. Aujourd'hui, on n'a pas envie de dépendre technologiquement d'un autre pays, énergétiquement d'un autre pays. Et dans le cadre alimentaire, c'est la chose aussi la plus grave. S'organiser pour être, nous l'Algérie, dans le temps, on disait qu'on était le grenier de l'Europe. D'accord ? Aujourd'hui, c'est cette pensée. Et allez voir qui sont les futurs partenaires pour nous les Algériens, pour construire cette indépendance, cette sécurité alimentaire, énergétique, sécuritaire, sanitaire, environnementale et tout le reste. C'est ça les réflexions. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on voit au bout de son nez. Ce n'est pas des choses qu'on fait uniquement avec une seule main. Ça veut dire on voit une vision qui est lointaine et surtout les choix de notre partenaire. Je ne dirais pas qu'on n'a pas aujourd'hui le droit à l'erreur. Mais on peut le dire, parce qu'on a eu cette expérience. L'Algérie, elle a plus de 60 ans d'indépendance. Oui, on a ce recul. On a eu des partenaires. Et aujourd'hui, on sait faire le choix. On sait dire, voilà ce qu'on a pu avoir et voilà ce qu'on a perdu. Voilà. Et là, cette construction et ce qui nous concerne, il est fiable ou non, comment travailler avec. C'est ça qui doit nous aider à ramener cette réflexion, et on n'est pas seul. Aujourd'hui, on n'est pas seul dans le sens de vivre la crise. Et nous, on n'est pas en crise, même quand on était pendant la période du Covid. On n'est pas un pays qui était exportateur, on n'exporte que du gaz et du pétrole. Aujourd'hui, je dirais que la bénédiction vient du bon Dieu, dans le sens que les coûts du pétrole, les coûts du gaz, une demande plus importante, tout ça. Voilà. Déjà, ils ont donné un souffle au nouveau modèle économique qu'on veut construire, parce qu'il lui faut des moyens. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'aussi, on a toujours dit, on n'a pas une dette extérieure, et surtout, malgré tout ce qui s'est passé, on a cette infrastructure existante en Algérie. On a construit pendant plus de 20 ans l'Algérie. Maintenant, il faut, comme il a dit le président de la République, aujourd'hui, c'est une question de bonne gouvernance, d'intelligence collective et de vitesse.
Et il a bien dit, c'est l'année économique. Bon, l'année, c'est ce qui reste, je dirais, c'est des années économiques. Ça veut dire aujourd'hui, il faudrait qu'on ait des outils de contrôle et de performance, de dire, et on l'a vu à la dernière sortie avec Touli Wali, que le président, il a dit, vous êtes les responsables. Nous allons revenir sur cette question parce que c'est notre question sur le deuxième volet. Nous restons toujours sur l'impact de la crise ukrainienne, cette crise qui a, on va dire, qui est en train de faire réorganiser le monde. Nous avons vu que il y a des pays qui, on ne va pas dire qu'ils ne se sont pas concernés, mais qui, en pleine crise, ne veulent pas s'engouffrer dans une idéologie de tel ou tel côté dans cette guerre, comme l'Inde ou comme beaucoup d'autres pays, comme les pays du BRICS. C'est des pays qui ne pensent aujourd'hui qu'à leurs intérêts économiques et que cette guerre n'est pas la leur. Donc, ne voyez-vous pas que les marchés mondiaux sont en train de changer de position géographique maintenant? Même les financiers, ceux qui ont des capitaux, ils sont plus vers l'Asie, vers le Proche-Moyen-Orient et vers l'Afrique. Je vais vous dire, et on l'a déjà dit, avec tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, il y a eu cette notion de ce qu'on appelle le modèle économique, le nouveau modèle économique. Aujourd'hui, il est encore tôt pour dire, en étant expert ou en étant docteur ou en sortant de n'importe quelle université, pour dire voilà le modèle économique de demain. Ouais. Les choses, c'est difficile parce que les choses ne sont pas claires. Ça évolue rapidement. Ça évolue rapidement. Un, et deux, il y a un phénomène où le monde aujourd'hui, il est démuni de frontières. Il n'y a pas de frontières. Réellement, les frontières sont physiques, mais la technologie a fait de sorte que ces frontières n'existent pas. Oui, des gens travaillent ensemble dans d'autres continents, sans même se déplacer. Voilà. Je dirais, cette richesse, parce que c'est une richesse aux différents citoyens du monde, et non pas d'un monde évolué ou pas. Ouais. C'est une collectivité positive. Très bien. Ce qui est en train de se construire, et c'est ce qui coûte cher maintenant, il coûte très très cher, c'est d'avoir le meilleur partenaire. Et de faire ce partenariat, comme nous on l'a souvent dit, gagnant-gagnant. Parce que le partenariat qui existait avant, ce n'est pas uniquement nous, l'Algérie, mais si on parle de l'Afrique, si on parle de certains pays aussi asiatiques, ce partenariat qui existait dans le temps, aujourd'hui n'a pas les mêmes réflexions, n'a pas le même ordre mondial. On est partenaire pour, je dirais, un objectif gagnant-gagnant par rapport à ce que je peux offrir et par rapport à ce que je peux gagner. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'elle a ramené cette guerre, c'est comme si on vous a coupé un robinet, et c'est ce qui est en train d'arriver, et ce robinet, on ne vous l'a pas coupé et on vous dit on va vous le couper, d'accord? Déjà, on crée de la spéculation auparavant. Voilà. On ne peut pas dire opportunité, parce que c'est mal dit. Parce que dans la crise, on est tous fraternels et on est unis dans le monde, dans le sens d'une construction positive de cette union du monde. On avait parlé aussi de dire que l'Algérie, c'était la porte de l'Afrique. Beaucoup vont dire que vous êtes idéaliste. Ben, c'est le rêve oui. Justement de l'émergence, parce que c'est ça qui fait la différence. Monsieur Hamad, pour finir ce premier volet, beaucoup disent que même cette guerre, cette crise, elle est inédite par sa forme et le fond. Aujourd'hui, c'est une guerre d'intelligence, extrêmement d'intelligence, et que ceux qui vont prendre le dessus, c'est ceux qui ont le savoir-faire, et l'art et la manière de faire. On a appelé ça la veille stratégique. C'est qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une stratégie de développement, il y a une veille qui est en train, il y a une réflexion qui ne s'est pas faite hier, qui s'est faite depuis longtemps. Tout ce que je peux vous dire, et sans s'attarder sur ce volet-là, il y a des gens qui se sont trompés dans leur réflexion et dans leur stratégie de la veille du monde de demain. Et aujourd'hui, on voit ce qui est en train d'arriver. Ils n'ont pas pris en considération la réaction des autres. Que c'était acquis. Ils se sont même trompés.
Ils ont pris, mais ils se sont trompés sur la réaction des autres. C'est ce qui est encore plus grave. Et voilà. Et nous souhaitons que cette crise prendra fin pour tout le monde et pour le bien de tout le monde. Merci, M. Hamamda. Nous continuons sur le deuxième volet, qui est au volet national, et c'est le sujet des collectivités locales. Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans ce deuxième volet du débat de l'actualité et on consacre notre deuxième volet au dossier national et aux collectivités locales. Nous avons tous vu la réunion entre le président de la République ou le gouvernement et les Wali que le président de la République a présidé dans sa première journée d'ouverture. Et c'était les collectivités locales et c'est toujours les collectivités locales concernant le développement. La modernisation est imminente et obligatoire selon le président de la République et la volonté politique forte qui est toujours maintenue. Nous avons vu des changements ou de grands changements, des limogeages au sein des Wali et des changements au sein des secrétaires généraux de Wilaya. Tous ces changements visent, selon beaucoup d'experts, à faire disparaître cette bureaucratie qui ne peut pas marcher avec les ambitions politique et les ambitions et la volonté politique qui va vers l'ouverture, l'investissement, le développement local et la création de richesses et d'emplois. Donc cette modernisation est obligatoire, tout le monde doit suivre le modèle économique nouveau algérien. Nous continuons toujours avec notre invité, M. Abdelatif Hamamda, notre expert en économie et gestion de projet. Rebonjour. Rebonjour. Donc, nous revenons sur ce sujet et le président de la République reste insistant et reste persistant sur ce sujet. Les collectivités locales doivent se développer, doivent se moderniser pas que matériellement, mais moderniser leur gestion, leur réflexion et leur mentalité. On a vu cette sortie de Monsieur le Président de la République avec, je dirais, tous les Wali qui sont de 58 wilayas. Et après un changement, un large changement. Après un large changement, avec les Wali délégués, avec les différents responsables et tous les ministres. Aujourd'hui, ce n'est pas la première sortie, c'est la deuxième sortie de Monsieur le Président de la République. Et au-delà de cette sortie qui est là... C'est devenu un rendez-vous très attendu. Très important, très attendu. Et on n'oublie pas une autre sortie. Car il y a une évaluation là-dedans. Bien sûr. Et ce qui est important, c'est que cette sortie, c'est l'appel à travailler pour le confort du citoyen. Et le citoyen qui soit local, qui est algérien, ou notre diaspora de l'autre côté, parce que Monsieur le Président... Il a fait aussi une sortie, il a appelé tous les ambassadeurs, c'était une première aussi, et qu'il avait donné l'instruction dans le sens de s'occuper de notre communauté algérienne à l'étranger, et surtout, de faire de nos consulats à l'étranger des véritables machines dans le sens d'attraction économique à notre pays qui est l'Algérie. Maintenant, avec la diplomatie économique. Avec les diplomaties économiques. Maintenant, l'appel par rapport à Nouali, et il a bien dit, c'est l'année économique. On est en 2022, il a même donné des dates, il y a 2023, qu'aujourd'hui, par exemple, on ne veut plus parler de les zones d'ombre. Ça, c'est clair. Il y a eu un travail qui a été fait. 82% de ces problèmes ont été résolus. On ne voudrait plus parler. Ça, c'est un message. Mais le message, il est beaucoup plus précis. C'est que régler ce problème, quelque chose, mais on ne voudrait plus le voir. Il ne faut pas qu'il revienne. Ça, c'est encore autre chose. Parce que, avancer sur un autre confort, un autre niveau. On ne va pas revoir une autre commune, une autre, je dirais, localité qui va émerger. On va dire qu'on a... C'est-à-dire, aujourd'hui, le travail et les ordres donnés, je dirais, dans le sens de la gouvernance du président de la République, qui sont clairs et nets. Aujourd'hui, le Wali, il a été bien clair et dit
qu'il est le premier responsable et le premier souverain de sa localité en termes de responsabilité et de prise de décision. Maintenant, n'oublions pas ce qu'on a construit. C'est ce qu'on a appelé la démocratie participative. Ouais. Et cette démocratie participative, aujourd'hui, il faut se poser la question. C'est qui va la mettre en application d'une manière réelle et instantanée? Parce qu'en principe, on doit écouter le citoyen pour construire avec lui, et non pas loin de lui, son confort. Il a bien dit, le président de la République, on est là, l'État, elle est là. Et l'État, elle est en train de corriger, parce qu'il a dit, on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des écoles, de dire à une commune de prendre en charge une dizaine d'écoles, et la commune elle-même n'a pas, je dirais, les moyens. Et qu'on doit créer des dispositifs de l'État elle-même pour aller aider la commune, la collectivité locale à sa base, pour s'occuper de ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a une présence du président de la République à travers le gouvernement de dire ce que vous ne pouvez pas faire, on le fera. Mais maintenant, ce que vous devez faire, on est là pour voir. Maintenant, on est là pour voir. Et c'est ça ce qu'on appelle les appels à projets, les projets locaux, les projets de la communauté locale. Aujourd'hui, c'est qui doit les ramener? En principe, ces appels à projets, c'est des besoins qui puissent venir de la collectivité locale, ça veut dire ceux des citoyens locaux, de la base vers le haut. Allez-y. Donc, globalement, pour continuer, le développement local doit se faire selon la nouvelle stratégie et en fonction de la mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance locale. Donc, efficience et gouvernance qui est reposée sur le processus de décision entre mains des pouvoirs locaux capables de concertation et de partenariat entre acteurs locaux. Donc, c'est le mot-clé parce que le président de la République l'a évoqué dans des conseils des ministres ou dans des rencontres similaires que si on se concerte avec les citoyens, avec la société civile, on va éviter les projets inutiles, on va éviter de ne pas régler vraiment les problèmes, mais on va les régler directement à la source. Bien sûr. On gagnera du temps et de l'argent. Le terme technique, on parlera de ce qu'on appelle la cartographie. Il doit y avoir ce qu'on appelle une cartographie économique de notre pays, comme il existe une cartographie sociale. Comment cela? La cartographie aujourd'hui, l'Algérie, elle est d'une dimension de continent. C'est un continent. D'accord? Quand vous êtes dans des pays développés, vous allez prendre je dirais une commune par rapport à une autre, par rapport à une troisième, tout ce qui se passe dans, je dirais, dans l'aspect interne de notre pays. On peut par exemple aller ramener de la patate à Mascara, mais aller ramener de la fromagerie des hautes montagnes de la Kabylie. Aujourd'hui, cet aspect économique, dans le sens du développement économique à la base, il faudrait qu'on puisse faire une cartographie locale, de dire tout ce qui est ville côtière, par exemple, on doit booster le tourisme. Tout ce qui est ville montagnard, on doit booster le tourisme, l'agriculture et d'autres choses. Tout ce qui est aujourd'hui, je dirais, le sud, voilà ce qu'on peut faire. Vous savez, des pays, ils n'ont pas notre sud. On a le salon du tourisme aujourd'hui qui est en train de se faire. D'accord? Je dirais, on a ce salon-là, mais ce salon-là, on ne peut pas faire de la promotion de la côte. Mais on peut, pendant ce salon-là, faire une promotion de notre grand sud par rapport au tourisme étranger qui pourrait venir. Qui est grand vendeur. Qui est grand vendeur. D'accord? On a beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut bien préciser, dans la gouvernance, il faut rajouter le terme intelligence. On ne peut pas rester comme ça en train de gérer les crises. Il y a eu des partenaires. Et maintenant, c'est fini. Le président, il l'a dit clairement. On a vu aujourd'hui, dans le temps passé, il y a eu ces patronats qui devaient investir, qui devaient faire de l'économie, qui devaient faire une relance économique, et qui. Le président de la République, il a dit clairement, c'est les banques qui ont prêté de l'argent. C'est l'État qui a donné du terrain. Le code d'investissement qui est nouveau, en principe, on ne doit plus rester dans ces vieilles pratiques de venir sans rien prendre au dépit de notre pays et ne pas donner.
Ces 6 structures qui sont dans le code de Investir l'investissement. qu'avec l'argent des banques. Voilà, alors c'est clair. Et le président, il a été clair. Tu investis avec l'argent de la banque. Alors l'orientation, nous on est ici aussi partenaires. Tu seras orienté selon les priorités de l'État. Vous venez seul avec votre argent et là vous pouvez faire ce que vous voulez, le problème ne se pose pas. Dans cette cartographie, il y a le besoin, dans le sens économique, parce que indirectement, quand on est au niveau, je dirais, de ce code d'investissement, quand on fait une attraction des IDE, des investissements directs étrangers ou locaux, c'est au profit de ces collectivités locales. La compétition, elle est là. On a vu dans l'événement sportif ce qui s'est fait à Oran. Et on l'a dit, Oran, l'événement, c'est un événement pilote. On voudrait que cet événement soit toutes les autres wilayas. Et le président de la République, il a cité, je crois, 5 ou 7 wilayas qui vont être un pôle sportif en Algérie. Aujourd'hui, on doit être dans l'excellence de la réflexion et sortir de la médiocrité. Parce qu'on en a marre. Les gens, des profiteurs, qui ont profité des caisses de l'État et qui n'ont rien ramené. Aujourd'hui, la performance, elle est en quoi? Elle est en ce dispositif nouveau de l'État de suivre, je ne vous suis pas juste pour vous accompagner à réaliser votre investissement, mais je vous suis pour voir si vous allez réaliser l'investissement suivant le cahier de charge qui a été signé dans les priorités de l'État. Les priorités de l'État. C'est ça, je dirais, les nouvelles orientations. Et là, il y a, je dirais, les responsables dans ce domaine de la gouvernance qui sont au niveau wilaya, pour ne pas dire central, et communal. Maintenant, la compétition, elle est claire. Je reviens à la cartographie, c'est que les Wali aujourd'hui puissent dire que moi j'ai ce qu'on appelle une wilaya agricole, j'ai une wilaya touristique, j'ai une wilaya dans sa position géostratégique industrielle. Donc il faut recenser les richesses de chaque région pour savoir comment investir ou où investir. Je peux vous dire même que le recensement, on a des études qui ont été faites. D'ailleurs, l'Algérie procède au recensement général. On a ces recensements qui sont faits, on a des bases de données qui existent, tout existe. La seule chose qu'on a envie de faire disparaître, c'est cette histoire de bureaucratie. Et on l'a dit, le numérique... qui reste un frein énorme. Le président de la République l'a cité plusieurs fois. Dans un plateau, il faut comprendre ce que c'est la numérisation. On a vécu... Donc selon vous, la numérisation est une solution, on ne va pas dire miracle, mais très efficace pour cette modernisation des collectivités locales? La numérisation dans son aspect intelligent toujours. Parce que, attention, il faut comprendre ce que ça veut dire la numérisation. Parce qu'on parle de numérisation, d'autres parlent de la digitalisation, d'autres parlent de informatiser des administrations. Pour les collectivités locales, c'est quoi? Voilà. La numérisation, dans son aspect, il faut rajouter quelque chose qui est la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire numériser la gouvernance? Je ne suis pas là pour dire attends, je vais te faire sortir un extrait de naissance d'un ordinateur, tu viens et tu appuies un bouton. Ça, c'est automatique. C'est même pas l'automatique parce qu'il y a toujours l'être humain qui est derrière. C'est pour ça qu'il manipule l'ordinateur pour te faire sortir ton papier. C'est même pas l'automatique, c'est même pas l'intelligence artificielle. Et on l'a dit aussi, faites attention de nous faire passer de la bureaucratie analogique vers une bureaucratie numérique. D'accord? Et ce qui est encore plus grave. Aujourd'hui, on est en train de vivre un phénomène qui ne rend pas service. Parce que toutes ces collectivités locales, l'État a mis des dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes, elle a mis des dispositifs, elle a mis des terrains, elle a construit, elle a fait... Il y a de bonnes choses. L'État l'a fait. Maintenant, il faut se poser la question, le rôle de la société civile, qui est important. Aujourd'hui, la société civile a un rôle dans cette collectivité qui est locale, qui peut être wilaya et qui peut être nationale. Et on le voit par l'intelligence, si vous permettez, du dispositif de l'État qui a mis en place comment on appelle ça, le Marsad al-Watani national, oui, l'Observatoire national de la société civile. De la société civile, et encore la même chose par rapport à la jeunesse. Maintenant, c'est les véritables partenaires dans la gouvernance. Et le président de la République, il a dit,
Rien ne se fait. Par rapport aux jeunes, si on ne passe pas par le fameux l'Observatoire national, le Haut Conseil de la jeunesse. Conseil de la jeunesse. Maintenant, la question qui se pose, il faudrait que ce conseil s'organise et qu'il y ait les outils de dire je suis présent. Il ne faut pas être dans l'absence, de la même manière comme la société civile. Nous, on a ramené un projet et qu'on a appelé Belediatek, et dans le sens de la gouvernance. Belediatek, c'était une plateforme de concertation citoyenne à double sens qui mettait en relation la construction de l'année qui allait venir. Parce que le citoyen, il faut l'écouter, mais il faut lui expliquer, on ne fait pas les choses dans l'urgence. Et même quand on fait les choses, on les fait dans la concertation. Il faudrait, quand vous êtes dans une commune, il faudrait qu'on écoute les citoyens de la commune. Parce qu'une assemblée communale, elle est là par ses élus, et elle est là, elle a ramené un programme. Elle a ramené un programme, et ce programme, il est mis en place pour être exécuté, et l'argent, il est là pour être dépensé, qui vient de l'État. C'est créer en digitalisation ce qu'on appelle la fameuse boîte noire des in et output. Par rapport aux finances, on peut dire comme ça, mais par rapport à l'idéologie, du programme, on ne peut pas l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen a des priorités. Ouais. Souvent, on voit des dépenses publiques. Et même financièrement, bien sûr, on doit avoir des priorités. Bien sûr, parce qu'on voit souvent des dépenses publiques locales inutiles. Et c'est là le rôle du citoyen à travers ces représentants qui sont aussi la société civile locale. Car j'ai besoin en premier lieu de cela avant ceci. Voilà. Maintenant, quand on parle de tout ce qui est numérisation, cet outil dont on en a réellement besoin. Pourquoi? On a encore des gens qui ont peur de la transparence. Alors ils vont rester là, ils vont freiner le numérique. On a ces gens-là qui ont peur du contrôle. Et là, on parlera de l'informel. Et ces gens-là, qui résistent au changement. C'est ce que le président de la République a dit. Il y a des gens qui résistent à cette volonté de changement. Je dirais même pas qui résistent dans le sens juste résistance, mais qui investit lui-même. Est-ce que cette situation ne change pas? La situation ne change pas. Aujourd'hui, on l'a dit, bon, c'est bien quand on voit tout ce qui est développement des start-upers, tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est ces plateformes qui sont en train de mettre en relation un consommateur avec un fournisseur, tout ça. Mais les questions qui se posent, vous savez, on avait les bazars avant. Aujourd'hui, c'est un terme nouveau. Là, c'est le bazar digital. Ouais. C'est un bazar digital. Pourquoi? Parce que la plupart des opérations, ils se font dans le cash. Il n'y a pas aujourd'hui, je dirais, un outil dans le sens de traçabilité de ces entreprises qui puissent nous ramener ce flux. C'est du parallèle dans le modèle numérique. C'est pas du parallèle de ce qui est en train de se faire dans le marché parallèle, parce que s'il est, je dirais, en encaisse sans déclarer aussi. 100 fois, mais dans le numérique, dans ce qui est en train de se faire, c'est 100 fois plus. Parce que les gens avant... En termes quantitatifs. En termes quantitatifs. Ouais. Et ça touche notre économie dans le sens beaucoup plus grave. Et c'est là où on revient et on dit que ce n'est pas la faute d'un ministère par rapport à un autre. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, et on salue notre ministre des start-upers et tout ce qui est l'économie de la connaissance. Et lui, il est en train d'avancer, de pousser ce développement et on est en train de le faire. Ce développement, il a été boosté par le corona, tout ce qui est cette pandémie qu'on a vue. Mais là, la réglementation... Il a changé le modèle de consommation chez les gens. Le modèle de consommation, un modèle économique, une approche dans le sens du marketing. Il a changé beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on appelle l'économie de la connaissance. Ouais. Maintenant, ce qui nous manque, il ne dépend pas, je dirais, d'une manière directe de sa personne, mais d'un autre ministère qui serait le ministère des Finances. Aujourd'hui, qui doit s'ouvrir aujourd'hui à ce qu'on appelle ces modalités de paiement. Nous-mêmes, qui sommes propriétaires, je dirais, de cartes, ce qu'ils appellent les cartes de crédit, ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes de paiement. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer dans ce sens-là. Les terminaux de paiement... Et le retard, il est là.
Le retard, il est là. Et ce retard, s'il ne va pas se développer, il va impliquer, je dirais, une autre crise qui pourra encore venir et qu'on pourra perdre peut-être la main dans sa gestion. Et c'est ça qu'il faut booster. Maintenant, les collectivités locales, la demande, le programme, il est clair. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait cette compétition, il faudrait qu'on puisse sentir, je dirais nous-mêmes, en tant qu'investisseurs, les paroles ne suffisent pas. Quand vous dites aujourd'hui, on est là, il faut aider l'investissement, d'abord il faut reconnaître l'investissement. Ouais. Il faut reconnaître l'investisseur, faire la différence entre un investisseur... Qui n'est pas un mendiant qui vient là. Et l'investisseur aujourd'hui, je parle du local, parce que l'étranger, il a le choix de partir là où il veut. Sauf notre investisseur qui fait partie de la diaspora, qui lui, il a soif de venir dans son pays, en Algérie, et ne pas partir ailleurs. Et c'est là où il faudrait ramener des réflexions pour dire le développement de la communauté locale, dans le sens de la collectivité locale, c'est qu'il faudrait vraiment mettre cette parcelle, enlever toutes les portes pour que l'investisseur puisse pouvoir Monsieur avancer. Abdelatif, pour avoir le mot de la fin, car nous arrivons à la fin de notre programme, donc la modernisation des collectivités locales, elle est obligatoire, elle est nécessaire, elle est, on va dire, vitale au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut que les Wali et les communes doivent accompagner l'investisseur et non pas être un frein. Je vais vous dire quelque chose. L'accompagner, c'est pour faire beaucoup de choses ensemble. Le président de la République, il a bien dit les choses. Il a dit et il a bien précisé les domaines qui sont prioritaires et qui a parlé de l'agriculture. Il a parlé du tourisme, il a parlé de l'industrie. Aujourd'hui, un wali ou un maire doit faire la différence entre ce qu'on appelle un foncier économique et un foncier industriel ou agricole ou touristique. Ouais. Aujourd'hui, le foncier en Algérie, c'est un foncier qui doit être économique. Ça veut dire qu'on doit avoir ce qu'on appelle un coefficient de rendement au mètre carré de ce foncier. Ça, c'est très important. Après, en termes de réflexion, si dans ma collectivité locale, qui est moi, c'est moi qui fais ma cartographie en termes de propriété, priorité d'investissement, en temps de wali. Si le mètre carré, il va être plus rentable pour moi de faire de ce foncier économique un foncier industriel ou ce foncier économique un foncier touristique, il doit y avoir cette cartographie de choix de partir sur quel domaine d'investissement. Donc il faut réfléchir investissement, il faut réfléchir rendement. Nous arrivons à la fin de notre programme. Merci beaucoup, M. Abdelatif Hmamda, l'expert en économie internationale et gestion de projets, pour tous ces éclaircissements. Et nous espérons avoir des communes plus smart et plus réfléchies, avec des réflexions de rendement. Merci beaucoup. Merci à nos chers téléspectateurs pour votre bonne attention. Nous arrivons à la fin du débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Au revoir.